General Philippe de Montenon, hello and welcome. You're Général France's Philippe de Joint Montenon. Cybersecurity Commander. Bonjour, vous êtes adjoint commandant de la Ambassador Henri Verdier, hello cyberdéfense. and welcome. You're Ambassadeur Henri France's Verdier, Digital vous êtes Ambassador. ambassadeur pour le numérique en Martin France, Konnertz, de France. Capability, Martin Konnertz, Armament and Planning Director at the directeur de la European Defense capacité Agency, de hello and welcome l'armement as et de la well. planification à l'Agence And Mariette européenne de Schaken, défense. hello and welcome. Marit Thank you for being with Schack, us today. You président, are the merci president d'être of the avec nous Cyber aujourd'hui. Peace Vous êtes Institute la and International Policy présidente Director at de Stanford's l'Institut Cyber Policy Cyberpaix Center. Hello and welcome as et well. I would directeur also like to de la welcome politique internationale à Stanford. Ambassador Nathalie Alors, Jarsma. nous Hello and également welcome. Thank you for being with us today. l'ambassadeur Nathalie Jarsma, You're the l'ambassadrice Nathalie ambassador at Jarsma, large for security policy and cyber in l'ambassadrice the pour la politique de Netherlands. sécurité And also et joining us le is the cyber pour les executive director Pays-Bas, of the U.S. et Cyber Robert Morbus, Space il est Solarium Commission, directeur Mark Montgomery. It's a pleasure to de la have you as commission well on this Solarium panel. Cyberespace américain. Thank you. So during this panel, we'll also be Au cours de ce hearing from panel, nous Ambassador allons Tobias Feiken. également He's Australia's entendre inaugural l'ambassadeur ambassador for Tobias cyber affairs and Feiken, critical qui est technology. l'ambassadeur inaugural de Throughout l'Australie the pour panel, les he's going affaires to be cyber intervening through et recorded la messages. And let's technologie start with critique. his Il opening a remarks. un message enregistré. Nous allons donc commencer par lui. Hello, I'm Toby Feakin. I'm Australia's Bien, ambassador je for suis cyber affairs and Tobias critical technology, Feiken, je suis and it's great to be l'ambassadeur here pour with les you today. cyberaffaires, la The first quarter technologie of the critique, et je 21st suis ravi d'être century avec have vous demonstrated aujourd'hui. that we're Le living through one premier of the quart most du technologically vibrant 21e eras in siècle human nous a history. montré que nous vivons Cyberspace dans is at the heart of this, connecting dans un us, monde enabling us, technologique. and producing Nous sommes huge connectés quantities of data, et nous produisons and d'énormes all at données, speed quantité unimaginable de at the données end of the last à century. une vitesse qui était Governments, inimaginable à la fin du businesses, siècle and civil dernier. Les society gouvernements, are all les entreprises, la reaping the société rewards of this civile critical piece of récoltent infrastructure. les fruits de cette This has been infrastructure. so clearly Et evident donc during ceci the a pandemic. vraiment été clairement démontré au Yet, cours de la cyberspace pandémie. is increasingly Pourtant, being viewed by le authoritarian cyberespace est governments as an avenue vu to par exploit, les both for the gouvernements closer control of autoritaires their comme populations, un moyen as de well as to contrôler leur pursue their population international ainsi que objectives. un moyen de poursuivre The leurs advances objectifs that nationaux. technology Les have brought progrès us de la are being technologie challenged through an ont été alternative remis en authoritarian question vision par of une how these vision technologies should be autoritaire de la applied. manière dont ces technologies Now, doivent être mises en navigating œuvre. our way through this Maintenant, risk, parvenir à opportunity, trouver notre chemin equilibrium will be one entre of the key challenges of cet this équilibre century, de with the risques et consequences for d'opportunités getting it sera wrong la being exceedingly high. cruciale pour ce siècle. Amongst all this change and disruption, Parmi tous we're ces facing an changements, ces increasingly complex perturbations, and nous contested avons international environment. un environnement de plus en We're plus seeing complexe au niveau geostrategic international. Nous avons competition vu play out in une cyberspace concurrence and through the use of critical géostratégique dans le technologies. cyberespace par And l'utilisation like de many of our technologies. partners, Et à la Australia is différence deeply concerned d'autres about the impact on partenaires, international l'Australie peace and est stability tout à posed fait by malicious cyber activity, inquiète which de continues to l'influence target que les institutions cyberattaques and peuvent avoir societies sur la at paix scale. In internationale. the last Et year, au cours across des the dernières world, années, à we've seen travers le actors monde, steal nous avons intellectual pu property from voir COVID-19 vaccine research facilities and exploit différentes vulnerable members of our choses. On a pu societies voir through l'exploitation peddling des COVID-19 disinformation. membres les plus vulnérables de We've notre also seen société à the travers le widespread deployment Covid-19. of Nous avons pu voir ransomware aimed at our également critical infrastructure le déploiement des sectors, many ransomware of which are et crucial in the fight against the ceci est pandemic and crucial dans la economic lutte contre la recovery. pandémie et dans la reprise économique. Unfortunately, some states are Malheureusement, willing to certains misuse États technology to veulent violate fundamental abuser de rights ces and technologies pour freedoms and interfere violer in des droits democratic internationaux processes and institutions, et pour undermining the nuire aux sovereignty and institutions security of internationales, other sapant states. ainsi la souveraineté It should d'autres come États. as no surprise then Ce n'est that pas une technological surprise development permeates all d'apprendre aspects que of international la relations and foreign technologie policy. reprend tous les And it aspects complicates how de the la world diplomatie. goes Cela about complique la leveraging manière significant dont le opportunities monde peut that cyber profiter and critical des technologies opportunités provide. incroyables fournies par la cybersécurité. For the Australian government, cyberspace and critical Le technology gouvernement is an australien absolute top considère foreign policy le priority. cyberespace et la Australia technologie is comme une committed to priorité. multilateral L'Australie est cooperation in support engagée à of une an coopération open multilatérale rules-based pour order and to help address soutenir global challenges. la Our réponse interests are not aux défis served mondiaux. by turning inwards or letting Nous others shape n'y the global arriverons order. pas en nous And repliant we will sur continue nous-mêmes. to influence and shape Nous devons critical institutions continuer where à Australia's influencer security, les values institutions and economic equities are at stake. internationales
internationales, including to plutôt, ensure any new nous devons rules, nous assurer norms and standards on d'avoir de cyber nouvelles and normes, de critical nouveaux technologies standards au support niveau an des technologies open critiques international pour system. soutenir un And that they're système international consistent with ouvert. Et c'est un universal système values qui and soit human conforme rights, aux valeurs especially universelles privacy et aux droits de l'homme, protections notamment and freedom of la expression and protection belief. de la vie privée, Now, la in liberté April this d'expression year, et de we released croyance. Australia's first Cette année, international nous avons cyber and critical publié technology engagement la strategy. première stratégie The strategy d'engagement au recognises that cyber. C'est une cyberspace and stratégie critical qui technologies are reconnaît central to Australia's que le future, cyberespace et la technologie and that critique we sont essentiels benefit from pour the growth l'Australie of a et connected, que nous prosperous pouvons and resilient Indo-Pacific and profiter world enabled de by cette safe and ouverture secure pacifique critical dans le monde technologies. en The protégeant strategy charts la a course for our international cybertechnologie. engagement in order to achieve that Nous avons besoin future. d'un engagement international pour pouvoir It atteindre builds on our ce 2017 futur. international cyber engagement Nous avons strategy déjà une by stratégie de incorporating critical en technology 2017. in Nous nous sommes basés recognition of the là-dessus increasing en intégrant en interconnectedness between fait la cyberspace and reconnaissance des critical technology. interconnexions entre le cyberespace et This la serves technologie to critique. enhance Ceci our overarching permet en approach and fait goals, to d'atteindre maintain an open, notre free, safe but and général, secure à cyberspace savoir un in order to cyberespace foster sûr et technological stable innovation pour développer that l'innovation supports growth, technologique, prosperity and soutenir la social croissance, la cohesion. prospérité et la Australia's cohésion sociale. responses La to the réponse de challenges and l'Australie aux opportunities défis et aux presented by opportunités qui sont cyberspace and présentées par critical technologies les will be guided cyberespaces by our et values la as a technologie liberal democratic critique country. sera guidée par nos This valeurs de includes our pays core démocratique et principles and libéral. Et values donc, of human rights, ce sont rule of des law, valeurs de fairness, droits de l'homme, open d'état de competition, droit, security, d'équité, de concurrence transparency, ouverte, respect de and sécurité, integrity. de transparence, de respect et d'intégrité qui sont au cœur de cette stratégie. Cyberspace and Le critical cyberespace et la technologies are technologie central to critique shaping sont our future. essentiels pour modeler notre Our avenir. vision is for a Notre safe, vision secure and prosperous est Australia, d'avoir Indo-Pacific and une world enabled by cyberspace and Australie critical technology. prospère dans We un know monde that Australia en is not paix. alone in Nous addressing savons the que implications l'Australie n'est of pas new la seule technologies à and the risks adresser and les opportunities implications, they les create. risques et les opportunités créées par cette technologie. Nous devons travailler la main dans la main pour relever ces défis afin d'embrasser les opportunités. Nous voulons soutenir davantage notre travail. Si vous voulez en apprendre davantage sur notre travail, vous pouvez consulter notre site internet qui vous montre les progrès que nous avons réalisés. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et vous avez les adresses à l'écran. Merci pour votre temps. J'ai hâte de répondre à vos questions. So I'd like to start this roundtable and talk about threats Alors, je voudrais commencer cette table ronde en and parlant try des to define menaces them. So we often et essayer hear more and more, de at les least, state définir. threats. What On exactly does that entend mean? What does beaucoup it parler cover? de menaces How does it étatiques. differ, De quoi perhaps, s'agit-il? from En quoi ordinary, est-ce différent cybercrime threats? de la And can we still cybercriminalité? categorize threats in Et one such pouvons-nous category, knowing encore that catégoriser les interconnectedness is just growing menaces so dans une seule rapidly? catégorie quand on voit la vitesse à laquelle tout cela progresse? Eh bien, merci. Effectivement, certaines des menaces auxquelles nous sommes confrontés viennent d'acteurs étatiques. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir il y a une dizaine d'années, là où on se concentrait principalement sur le terrorisme à l'époque, et nous n'avions pas vraiment de grands concurrents à travers le monde. D'un point de vue militaire, nous nous concentrons principalement sur le fait que nos systèmes d'armement soient pleinement disponibles et qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas de hackers qui puissent en prendre possession ou qui puissent nous voler des informations ou qui puissent avoir des informations sur notre environnement, sur les activités par exemple sur les réseaux sociaux. Nous avons entendu que vous voulez concentrer cette table ronde sur la nouvelle guerre froide. Parce qu'en fait, ce n'est pas un concept que nous utilisons. Nous ne pensons pas que la stratégie actuelle peut être qualifiée de guerre froide cyber. Ce n'est pas une guerre froide, ce n'est pas une guérilla, ce n'est pas quelque chose qui peut simplement être simplifié comme ça par une étiquette, parce que derrière les menaces qu'on vient de décrire, il y a parfois des acteurs étatiques, comme on l'a dit, il y a parfois également de la criminalité organisée, il y a parfois des groupes terroristes, parfois des individus
pour un gain financier ou tout simplement pour leur réputation, parce qu'ils veulent être les premiers qui ont réussi à briser la défense, la cyberdéfense de la défense française, par exemple. Et donc, ce sont parfois des individus, des groupes qui font semblant, ou il y a aussi des acteurs étatiques qui font semblant d'être des cybercriminels. Donc, en fait, il y a vraiment tout un panel ici et nous devons être prêts à faire face à toutes ces menaces. Et si nous avons décidé que nous sommes dans un état de facto de guerre froide, eh bien, ce sera une sursimplification et cela fermera des portes que nous voulons laisser ouvertes, même si, bien sûr, nous devons faire preuve de vigilance. Bien, donc c'est un nouveau type de guerre, en fait. Marie Tchechak, comment définiriez-vous la situation actuelle? Bonsoir tout le monde. Parfois, on peut catégoriser les menaces. Par exemple, nous avons des menaces supplémentaires, parce qu'a dit le général, qui vient de services de renseignement. C'est un nouveau défi également dans le cadre du droit international. D'une part, il y a une espèce de gentleman's agreement entre les gouvernements de ne pas avoir d'opérations de collecte de renseignements de la même manière qu'ils le feraient par une attaque franche. Mais il y a aussi du piratage de serveurs et il y a une disproportionnalité et il y a vraiment un dégât systémique qui viennent des services de gouvernement, de renseignement ou parfois de criminels. Et ceci peut être un nouveau niveau de menace. Donc pour moi, je pense qu'il vaut mieux regarder d'où viennent les menaces plutôt que d'essayer de les catégoriser dans une case ou dans l'autre, parce que c'est vraiment la caractéristique du monde numérique et de ces risques, c'est que les lignes ne sont pas claires entre les acteurs étatiques et les criminels, entre les objectifs commerciaux ou géopolitiques, entre la collecte d'informations ou la SAP de tout un système. Donc je pense qu'il est intéressant de voir quelles sont les méthodes, quelles sont les menaces, quels sont les acteurs, et puis nous pouvons ainsi définir. Et enfin, ce que je voudrais dire également, et c'est assez critique également, c'est que nous sommes bien conscients des vulnérabilités de notre système, et c'est la raison pour laquelle nous devons nous pencher sur la responsabilité des sociétés privées. Il y a une ligne entre les entreprises privées et l'intérêt public. Oui, c'est ce qu'on a aussi entendu lors de l'appel de Paris. Nous voyons cette interconnexion, il y a de plus en plus de points qui connectent l'espace numérique avec le monde physique. Allons-nous voir de plus en plus de cyberattaques qui auront un matériau concret, qui auront des conséquences importantes, concrètes dans le monde réel? I can try to answer that, although I'm punching a little bit above my weight, since we in EDA we're looking at capacity building and rather than that legal or political aspect. But outre les aspects légaux et politiques, mais je voudrais en fait rebondir sur ce qui a été dit et regarder les menaces. L'une des menaces, c'est nous, c'est nous-mêmes. Et nous nous posons probablement les mauvaises questions. Et je voudrais revenir sur ce que l'ambassadeur a dit. Nous regardons les droits internationaux et j'ai entendu lors du discours d'ouverture que nous essayons de former des aspects juridiques de la chose. Mais c'est très bien, mais qui est sujet à ce cadre juridique? C'est nous. Mais les menaces viennent de l'extérieur. Donc, ce que l'on ne fait pas dans ces aspects juridiques, c'est voir quelles sont nos réponses, nos réactions. Comment réagissons-nous face à ces menaces? Sinon, on s'en tient à définir les menaces sans finalement se poser la question de qui nous menace et de comment nous réagissons. Quels sont les moyens dont nous avons besoin pour nous montrer résilients et pour agir face à cette menace? Alors, il y a également une autre perspective. Le cyber n'est pas simplement
une question de technologie. Le cyberespace est l'un des biens communs, comme la mer, l'air, l'espace. C'est utilisé par toutes sortes d'acteurs. Et il s'agit en fait de préserver l'accès et l'utilisation de ce bien commun ouvert à tous. Nous pouvons avoir un cadre juridique pour nous pouvons penser que notre vision du monde est universelle, mais notre expérience récente en Afghanistan nous a montré que peut-être nos valeurs ne sont-elles pas universelles. La crise du coronavirus nous dit également qu'avec un virus, vous ne pouvez plus ouvrir de canaux. Avec un virus, vous ne pouvez pas ouvrir de table de négociation. Vous ne pouvez pas négocier, il est juste là. Et donc, je pense que c'est un mécanisme dont il faut être bien conscient. Et il y a quelque chose qui a été perdu finalement depuis l'époque de la guerre froide. Et quand on parle d'une nouvelle guerre froide, je pense qu'il faut pouvoir tirer aussi des leçons du passé. Et les réussites politiques de négociation n'ont été possibles que d'une position à partir de laquelle nous étions capables de nous défendre de façon crédible. Et donc, c'est une question de capacité et d'attitude. Donc, si on regarde les menaces, eh bien, regardez aussi aux réactions et regardez ceux en face pour les convaincre de ne pas nous attaquer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Conner. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir dans le... Alors, nous avons l'interprétation, vous pouvez parler français si vous le voulez. Monsieur le Général également, comme vous le souhaitez. Mais je vais parler français alors. Je pense que la plupart de la salle est française. Très bien. Je pense que nous sommes relativement d'accord tous, mais je voudrais insister sur le fait que, effectivement, il y aura une cyberguerre. Il y a des armes, il y a des conflits. Elle est beaucoup plus hybride avec la société civile que ne l'a été la guerre froide. Donc on a une première difficulté, qui est la difficulté de mettre la ligne exacte entre criminalité et conflit, entre les cibles, entre les systèmes de protection. On a entendu la ministre parler de protéger des PME. Une ministre des Armées qui dit qu'elle va protéger des petites entreprises. Donc il y a une sorte de brouillage du théâtre d'opération. Et puis peut-être la troisième idée que je voudrais partager ce soir. Vous le savez, moi je suis au Quai d'Orsay, ambassadeur pour les affaires numériques at large. Je crois que ce conflit, parce qu'il y a déjà un conflit larvé, un conflit de basse intensité, il undermine Internet itself. Il menace le cyberespace lui-même. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Nous avons une conflictualité qui détruit le théâtre d'opération. Et aujourd'hui, nous voyons déjà une énorme difficulté à maintenir le public core of Internet. Ce commun qui est au cœur du cœur est moins maintenu. Les gens, pour se protéger, disent je pose mes propres câbles, j'ai mes propres DNS serveurs pour se protéger. Nous voyons que des débats qui devraient être extrêmement techniques à l'Union internationale des télécommunications sur des choix majeurs de protocoles profonds d'Internet deviennent des débats géopolitiques. Et donc je voulais dire, dans la palette des préoccupations que nous devons avoir, il y a les préoccupations essentielles et fondamentales des armées, il y a les préoccupations d'hybridation entre notre économie et nos intérêts majeurs, mais il y a peut-être aussi de s'assurer qu'à la fin de cette séquence, qui n'est pas une guerre froide, je suis bien d'accord, mais on peut faire des analogies et des différences, mais on n'aura pas tout simplement fini par profondément détruire ou affaiblir ce cyberespace. En tout cas, on a l'impression que la menace est plus diffuse, multiforme, moins identifiable que ce qu'on a pu connaître par le passé. Est-ce que, sur cette question générale, est-ce que vous pensez qu'on va voir de plus en plus d'attaques qui vont avoir des effets encore plus concrets, même s'il y a déjà des effets concrets, mais voilà, des effets peut-être plus matériels, avec aussi des pertes de vie humaines? Alors c'est possible, l'actualité l'a montré. On faisait référence ce matin dans une autre table ronde à une attaque subie en Floride dans laquelle visiblement des attaquants ont réussi à prendre le contrôle de systèmes de distribution d'eau et à jouer sur la composition de l'eau, donc pas jusqu'à causer des vies humaines, mais enfin au bord d'eux. La presse a rapporté il y a 1 an et demi un conflit cyber entre Israël et l'Iran, au cours duquel apparemment, et bien sûr c'est des commentaires de la presse, une attaque israélienne aurait réussi à
a tué une vingtaine de personnes dans une clinique en Iran en s'attaquant, je crois, au système d'approvisionnement en gaz. Donc oui, tout ça est possible. Est-ce que c'est ce que vont rechercher nos adversaires? J'en suis pas complètement sûr. Je pense que réussir à montrer qu'on est capable de s'attaquer au système d'approvisionnement en eau ou en énergie ou de manipuler des élections à travers une action dans le cyberespace, c'est quelque part une forme de dissuasion par une action cyber, et ça suffit à affecter la volonté de l'adversaire. Parce que c'est ça le but de la guerre. C'est pas tuer le maximum de gens, c'est affecter la volonté de l'adversaire, le faire plier à notre propre volonté. Donc oui, aujourd'hui, il est possible de causer des pertes humaines par une action cyber, parce qu'à partir du moment où on est capable de prendre le contrôle d'un système numérisé, et tout est numérisé aujourd'hui, eh bien on peut aller jusqu'à causer des pertes humaines. Maintenant, est-ce que ça va être un mode d'action favori nos adversaires? Je ne le pense pas forcément. Si je peux dire un tout petit mot. Bien sûr. Je pense que tout existe et tout est possible, et vous êtes là pour éviter la surprise stratégique. Mais l'impression moyenne que nous avons, c'est que les États auxquels nous pensons essayent de voir tout ce qu'ils peuvent infliger comme dégâts sous le seuil d'agression. Et justement, pour ne pas enclencher de riposte, et on parlera tout à l'heure, on terminera par la désinformation, enfin, on voit proliférer des agressions qui ne déclenchent pas automatiquement de riposte claire, quoi. Ce qui vous montre que les temps changent et que la situation change, c'est quand il vous faut un ambassadeur et un général pour vous décrire une situation militaire, et que ça ne va pas l'un sans l'autre. C'est assez inédit. Très bien. Général, est-ce que l'arme cyber en tant que telle est moins létale que l'arme conventionnelle? On entend par exemple parler d'armes cybernétiques. De quoi s'agit-il? Je ne pense pas que ce soit un bon outil de mesure de l'effet des armes cyber. Nous, on distingue 3 types d'effets cyber, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Une arme cyber, soit elle sabote un système numérisé, soit elle vole de l'information, soit elle modifie les perceptions de l'environnement. Et rien que cette troisième arme, arriver à balancer des fake news sur les réseaux sociaux, ça peut avoir indirectement des conséquences létales, parce que ça peut causer des mouvements de foule, des mouvements de panique. Mais saboter un système numérisé, ça peut vouloir dire faire se cracher un avion. Donc tout ça, c'est aujourd'hui possible. Il y a une vingtaine d'années, on faisait en sorte d'avoir des armes, de nouvelles armes qui ne soient pas létales, parce qu'on s'intéressait à des contrôles de mouvements de foule dans des théâtres d'opération où on faisait du peacekeeping. Eh bien, aujourd'hui, l'arme cyber est capable de causer des pertes. Je pense qu'il faut regarder un petit peu over the horizon et regarder quel est l'effet stratégique recherché par celui qui utilise l'arme cyber. Et c'est là qu'on pourra dire à quel point elle est dangereuse. Très bien. Ambassador Jarisma, we're coming to the end of this first part. In the second part, we'll be talking a little bit more about legal frameworks. But briefly, I'd like to have your take on this. I don't know if you're getting the translation, but we've been talking about what exactly is happening in cyberspace. Is there indeed a Cold War? Thinking about it as a Cold War, this is what has been said on the panel so far, could actually reduce perhaps our way of thinking about it. Briefly, what is your take on this? Are we indeed witnessing a cyber Cold War emerging in cyberspace? Est-ce que vous pensez que nous voyons l'émergence d'une guerre froide dans le cyberespace? Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à cet événement, et un écho, donc je vais enlever les écouteurs. Yeah, on the Cold War, I think indeed what the general described, it's not really something that we have seen before. Est quelque chose de nouveau. The ambassador from Australia put it very eloquently, l'a dit de manière très éloquente lorsqu'il a dit que nous voyons authoritarian states que les États autoritaires et des démocraties libérales sont en conflit aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. En même temps, nous voyons des cybercriminels, des États, certains États qui offrent la sécurité
à des cybercriminels et nous devons non seulement avoir des normes pour que les États se comportent de manière responsable, mais nous devons réfléchir nous-mêmes à nos réponses. Merci beaucoup. Nous allons passer aux normes dans quelques minutes, mais entre-temps, je voudrais dire à Marc Montgomery que nous allons revenir à vous, mais à ce moment-là, je voudrais inviter Darktrace, he's about to join us to tell us more about how the battle between algorithms is playing out and how AI is perhaps beating AI to its own game. Thank you. Très honoré et très heureux de partager ce soir avec vous l'expérience de Darktrace, qui est un des pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle consacrée à la cybersécurité. Je ne sais pas si vous voyez mes slides. Normalement, je devrais avoir des petites slides qui illustreront mon propos. Parfait. Merci beaucoup. Donc déjà, beaucoup l'ont dit ce soir, les cyberattaques se sont multipliées, elles sont devenues plus sophistiquées et beaucoup plus rapides. Le nombre de personnes, d'acteurs menaçants, il s'est multiplié aussi. Ça va être un nombre croissant de mafias, d'organismes divers, de concurrents d'entreprises. Et puis, beaucoup ont cité les États-nations qui disposent de capacités extrêmement développées pour aller toucher des cibles stratégiques. Le seul problème, c'est que lorsqu'il y a des cyberattaques qui sont lancées dans le cyberespace, ça a des conséquences sur des sociétés qui n'étaient pas forcément ciblées au départ, et puis les attaques continuent à se diffuser. Donc ça pose un problème assez important. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que au jour le jour, au quotidien, on voit des TPE, des PME, des hôpitaux qui sont ciblés par des rançongiciels, et ceux-ci sont de plus en plus sophistiqués. Ce qu'on constate avec nos experts, c'est qu'il y a maintenant une tendance au rançongiciel qui va réaliser une triple extorsion auprès de ces organisations. La première, c'est celle que vous connaissez, c'est le chiffrement des données et la demande d'une rançon pour déchiffrer ces données. La seconde, elle est un petit peu plus pernicieuse. Elle va jouer maintenant sur ces réglementations de données personnelles. Et cette deuxième extorsion, elle va consister à faire du chantage en disant « je dispose de vos données personnelles et je vais potentiellement les diffuser à la vue de tout le monde ». Et la troisième extorsion, elle découle de l'interconnectivité de tous les acteurs aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité. C'est de demander une rançon pour ne pas diffuser des informations de vos partenaires et ainsi casser la confiance avec vos partenaires. J'ai mentionné les rançongiciels, j'aurais pu tout à fait mentionner aussi les fuites de données, qu'elles soient générées par quelqu'un, un acteur malveillant de l'extérieur ou un acteur interne qui souhaite causer des dommages à son organisation, qui peut-être souhaite faire de l'espionnage pour le compte d'une autre organisation. Il y a la manipulation de données qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et ça, on le voit absolument quotidiennement. Et puis, il y a également une technologie qui est sur toutes les lèvres, c'est l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Eh bien, elle est également sur les lèvres des cybercriminels qui l'exploitent. On commence à le voir aujourd'hui, notamment avec les deepfakes. Pour vous raconter un exemple que nous avons rencontré avec un de nos partenaires, il s'agit de McLaren, de l'écurie de Formule 1 McLaren. Vous avez peut-être vu en venant dans cet auditorium une grande affiche avec une Formule 1 McLaren. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le chef de l'écurie, sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne, a reçu un email qui était un deepfake extrêmement bien réalisé. N'importe quelle personne aurait été dupée à ce moment-là. Et cet email lui demandait de signer un document électroniquement. Sauf qu'en même temps qu'il allait signer le document, se téléchargerait sur son poste un malware, un exécutable malveillant. L'intelligence artificielle l'a détecté, il n'a jamais vu cet email, mais c'est pour vous dire à quel point, sous une situation de stress comme un Grand Prix ou des fins de mois importantes pour son entreprise, on n'a pas forcément le temps d'aller vérifier dans le détail, et on n'a pas cette subtilité, on n'a plus cette subtilité pour aller voir ce que l'IA va réussir à concevoir pour nous tromper. Donc on a besoin de l'intelligence artificielle. Je vois un écran blanc.
j'ai quelques slides du coup qui n'apparaissent pas, mais c'est pas grave. Le contenu, il sera, je vous rassure. Il y a une chose, il faut savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est si vulnérable, pourquoi est-ce qu'on est si exposé aux cyberattaques. Eh bien, c'est parce que le paradigme de la défense est relativement obsolète. Pourquoi? Parce qu'il se base principalement sur l'analyse de menaces passées, de menaces antérieures. Alors qu'on appelle ça des règles, qu'on appelle ça des signatures, qu'on appelle ça des use cases, que ce soit du machine learning qui va faire de l'analyse dans des labs de malware pour essayer de détecter différentes variantes de ce malware, à chaque fois on a un train de retard. Et donc lorsqu'il y a des attaques sophistiquées qui viennent d'acteurs étatiques ou de crimes organisés plutôt bien équipés, eh bien ces attaques on ne les voit plus. Il y a également les menaces internes qui par nature sont imprévisibles. Et donc tout ça, ça n'est plus possible de se protéger avec cette stratégie de l'anticipation. L'humain est débordé, il y a beaucoup d'équipes qui ne peuvent plus faire face, avec plein d'outils qui s'empilent. L'intelligence artificielle, pour les équipes de sécurité, ça va être le meilleur allié parce qu'il permet de se défendre à armes égales contre les attaquants qui exploitent l'intelligence artificielle. C'est d'utiliser cette capacité de calcul, de traiter une masse de données extrêmement volumineuse et de la restituer de manière claire à une équipe de sécurité pour qu'elle puisse justement réagir, pour qu'elle puisse éviter proactivement un problème. Et avec le recul de plusieurs années dans le monde de l'intelligence artificielle, ce que nous constatons, c'est que l'IA, quand elle est bien utilisée en cybersécurité, c'est lorsqu'elle ne se concentre pas justement sur la menace qui a été vue auparavant, mais sur la donnée qui est générée dans chaque organisation. Elle va aller regarder ce que fait chaque machine, chaque personne, les emails qui sont reçus. Elle va comprendre les habitudes, ce qui est légitime dans chaque contexte. C'est de faire des croisements, des groupes de pairs. Et à partir de cette connaissance de ce qui est habituel et normal, l'IA est capable, dans l'ensemble des outils que nous utilisons, que ce soit l'email, les outils SaaS, le cloud, les réseaux bureautiques, les réseaux industriels, les objets connectés, elle est capable de comprendre, donc de détecter ensuite le moindre signal faible qui indique quelque chose de dangereux. Donc elle détecte les menaces connues, celles qu'on a déjà dans nos bases de signatures, de règles, dans nos machine learning et d'analyse a posteriori, et puis également les menaces inconnues, les zero day, et les menaces internes imprévisibles. Mais l'IA ne s'arrête pas là, elle ne va pas seulement se contenter d'améliorer la détection, elle va aussi aider l'humain à être plus réactif, parce que les attaques arrivent très souvent le soir, arrivent très souvent le week-end, parfois le soir, le week-end, et il n'y a pas toujours quelqu'un qui est disponible pour pouvoir réagir face à une attaque qui va se diffuser très rapidement, encore une fois à la vitesse de la machine. Il y a à ce moment-là, comme elle a identifié très précisément les segments de réseau où il y a eu un problème, elle est capable de réagir, de répondre, de bloquer là où les connexions ont posé problème. De manière précise, elle est capable de bloquer le lien qui est dans un email malveillant, la pièce jointe ou la macro qui est simplement dans un document associé à un email. Elle va instantanément bloquer ça, ou alors alerter la personne et lui dire « je vais bloquer ça, est-ce que tu confirmes ?» Ça peut fonctionner de deux manières. Mais là-dessus, elle va pouvoir épauler l'utilisateur et lui donner du temps pour ensuite aller faire son investigation avec la visibilité offerte par toute cette donnée qui est autour de lui. Dernier support de l'IA important, troisième brique, ça va être dans l'investigation autonome. Je l'ai dit tout à l'heure, les équipes de sécurité sont assez chargées et ce que l'IA va pouvoir faire pour eux, c'est de faire le travail des analystes dans les SOC qui vont trier les incidents, qui vont aller regarder les alertes une par une, qui vont aller les corréler entre elles parce que parfois plusieurs alertes sont liées à un seul et même événement, une seule chaîne d'attaque, c'est pas facile à dire. Et l'IA va justement faire un rapport clair en langage naturel qui permettra aux équipes de réagir et de bien prendre les actions qu'il faut. Je terminerai par un exemple justement, cette présentation pour vous montrer à quel point la combinaison homme-machine va être importante à l'avenir. Il y a quelques mois, dans un opérateur d'énergie,
une attaque a été bloquée, une attaque extrêmement sophistiquée a été bloquée par l'intelligence artificielle. Tout le mode opératoire a été tracé par celle-ci. Et plus tard, il s'est avéré que l'attaque avait été déclenchée par un groupe cybercriminel qui s'appelle APT41, qui est basé en Chine. Et donc 2 semaines plus tard, les autorités judiciaires, les autorités policières ont justement mis un nom sur toute cette chaîne d'événements. Donc vous voyez que l'humain va faire l'analyse, l'attribution, le détail, mais l'humain a eu besoin de l'IA pour être réactif, pour se protéger immédiatement des conséquences graves qu'il aurait pu avoir s'il y avait une coupure d'énergie ou quelque chose comme ça. L'IA est donc un élément clé pour être proactif, pour être réactif, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre meilleur allié face à l'évolution du panorama des cybermenaces. Merci beaucoup. Hippolyte Fouque, donc de Darktrace, merci infiniment pour votre intervention. So before we move on to the second part of this roundtable where we'll focus on really regulation and norms, I just wanted to turn to Mark Montgomery. I think when asking this question of what is happening in cyberspace and whether or not there is a Cold War, I think it's important to have an American perspective, even though from what I understand, Mark, you don't actually represent une perspective américaine, même si j'ai bien compris, vous ne représentez pas le gouvernement américain, mais nous entendons de plus en plus qu'il y a une cyberguerre froide, en tout cas entre les États-Unis et la Chine. Quelle est votre opinion sur le sujet? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une certaine quantité d'interaction entre la Chine et les États-Unis. La probabilité d'une zone de guerre grise entre les deux pays qui va à l'escalade de façon accidentelle est probablement plus importante maintenant que ce que cela était il y a 5 ans. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Je pense que la Russie et la Chine aiment beaucoup exploiter ces zones grises. Interprète, désolé, mais le son est très mauvais. Et donc, s'il y a une mauvaise estimation, on pourrait se retrouver à un point d'escalade. Alors, je voudrais souligner une chose. Quand on parle d'activité maligne, l'un des points les plus importants, ce n'est pas vraiment les nations, c'est plutôt les activités de rançonnage et des activités d'acteurs, de petits acteurs imprévisibles. Il y a 2 points ici. Tout d'abord, les ransomware vont diminuer parce que si je veux me faire de l'argent, je ne veux pas créer une cyberperturbation. Donc, ils vont attaquer les infrastructures non critiques, les entreprises, avec un comportement criminel normal. On peut être également très inquiet sur les outils à plus long terme qui sont bien plus disponibles maintenant pour les groupes terroristes, pour des acteurs bien plus imprévisibles. Et la manière dont ces groupes vont utiliser les outils pour créer des perturbations sociétales. Donc, je m'inquiète davantage de cela que de l'idée d'une guerre froide avec la Chine ou la Russie. Merci. Merci. Nous allons maintenant parler au cours de la deuxième partie de notre table ronde des solutions politiques, juridiques. Que se passe-t-il en droit international ici? Tout le monde semble d'accord pour dire que nous avons besoin d'un cadre juridique. Nous avons 2 rapports de consensus qui ont été récemment été adoptés par le groupe ouvert et bien sûr le GGE. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des négociations aux Nations Unies, par exemple? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, merci. Tout d'abord,
Je pense que le fait que le groupe ouvert et le groupe d'experts gouvernementaux aient pu parvenir à un consensus prouve que la communauté internationale peut effectivement mener une discussion constructive sur la responsabilité dans le cyberespace. Alors, ce rapport a été discuté, a été adopté par les 193 membres des Nations Unies et cela montre leur engagement envers un cadre normatif. Alors, j'ai un énorme écho, dit Madame. Est-ce qu'il est possible de le baisser? Nous allons demander à l'équipe technique de régler ce souci. Est-ce que vous voulez que nous nous tournions vers quelqu'un d'autre? Ah bien, il semble que maintenant je n'ai plus d'écho. Fantastique, ça a été réglé. Très bien. Alors, l'Assemblée générale des Nations Unies, sur les informations du groupe, a réaffirmé à plusieurs reprises que le droit international existant, dont le droit de l'homme, s'applique au TIC par l'État. Et donc, il n'est pas simplement question de savoir si le droit s'applique, mais comment il s'applique. Et dans le cadre du rapport GGE, il y a eu une annexe où les différents États pouvaient apporter leur perspective nationale sur leur interprétation du droit international. Et nous pensons que cela a permis d'avancer vers une compréhension commune du droit international. Vous avez mentionné un traité, si je ne m'abuse. On n'est pas vraiment en faveur d'un traité à l'heure actuelle, parce que nous pensons qu'en tant que communauté internationale, nous devons faire mieux pour mieux nous comprendre, pour comprendre comment le droit international s'applique. Nous encourageons les États à publier leurs interprétations, également à renforcer les capacités. Nous essayons d'aider les États dans ce sens. Nous avons également un nouveau groupe de travail ouvert qui va commencer en décembre. Et cela nous donne une bonne opportunité de poursuivre ces discussions sur le droit international. Nous pensons que ce sera une réussite si les pays se montrent plus transparents sur leur propre interprétation du droit international. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Jaarsma. Vous êtes d'accord et en l'absence d'un traité, pourrions-nous peut-être mettre en place des normes, des standards pour réglementer certains types de comportements? Vous pouvez répondre en français. Nathalie. Oui, mais je voudrais d'abord répondre à Nathalie. La bonne nouvelle, c'est que les diplomaties européennes sont très proches les unes des autres et font un front commun. Sur le traité, on peut quand même s'étonner de l'insistance des pays qui ne respectent pas le droit international à réclamer un nouveau traité. Et on peut s'inquiéter, on voit bien dans le numérique, on ne va pas faire une régulation pour chaque nouveau dispositif technologique, on ne va pas faire un traité pour le cyberespace, puis quoi? Un traité pour les nanotechnologies, un traité pour l'intelligence artificielle, un traité... Le droit humanitaire, c'est le droit. Maintenant, il faut le décliner et l'appliquer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trouver quelques normes supplémentaires, on ne peut pas l'exclure. Mais le cœur du droit humanitaire, qui a été construit à travers des siècles de conflits, il est important, il est majeur et on y tient. Donc ça, c'était une première remarque. La deuxième remarque, finalement, cette soirée, elle est sous le signe de l'analogie avec la guerre froide, et je crois qu'on est en train de conclure qu'il y a des analogies sérieuses et des différences à ne pas rater. Et le débat sur les normes, le comportement responsable des États, les groupes d'experts gouvernementaux, au fond, il est du côté de l'analogie avec la guerre froide. Et il est très important. Bien sûr qu'il faut que les États s'engagent sur des normes de comportement responsables. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse prédire la réaction des uns et des autres pour essayer de maintenir une stabilité du cyberespace. Et nous avons, avec tous les collègues européens, joué le jeu et du groupe d'experts gouvernementaux et de l'Open Energy Working Group. Et nous sommes plutôt assez contents des résultats.
Mais en même temps, ça n'est pas suffisant, parce qu'il faut quand même le dire. Le cœur du cœur de la dissuasion, dans la guerre froide, c'était « si tu me frappes, je te frappe plus fort » et tu en as la certitude et tu peux faire des calculs. Dans le cyber, nous le savons, rares sont les circonstances où on peut savoir instantanément qui vous attaque. Et c'est le sport préféré des attaquants de camoufler leurs traces et de passer par des infrastructures intermédiaires innombrables. Donc on y arrive, mais ça prend un peu de temps. Et vous n'êtes pas capable d'administrer la preuve que vous savez infliger des dégâts à l'adversaire tant que vous ne l'avez pas fait. Vous ne pouvez pas dire, regardez ma bombe, je l'ai explosée dans le désert, vous voyez ce qu'elle sait faire, donc méfiez-vous. Et donc il faut plus. On ne peut pas seulement avoir cette espèce de mécanique précise et normée qui nous a quand même fait fonctionner la dissuasion pendant si longtemps. Et nous, la France, avec le soutien immédiat de tous nos collègues européens, on propose à l'ONU de se doter d'un nouveau véhicule, un programme d'action. Alors, on pourrait se dire c'est sémantique, mais c'est pas que sémantique. On pense que s'il n'y a pas un travail sérieux sur la résilience du cyberespace, s'il n'y a pas des financements sur la montée en capacité de tous les pays, pour qu'ils aient tous leur CERT et leur police et leur justice leur cyber, s'il n'y a pas une réflexion partagée, un partage de données et d'informations, si on ne commence pas à se dire quand même qu'il y a des infrastructures plus solides que d'autres, et qu'il y en a qui sont bien faites et qu'il y en a qui posent des problèmes, eh bien on ne va pas s'en sortir seulement à coup de normes de comportement responsable. Donc ça prendra probablement 1 an, peut-être 2, mais on va essayer de convaincre l'ONU, les Nations Unies, de se doter d'un programme d'action orienté vers l'action, capable de délivrer des services, capable de partager des ressources, pour que d'un côté, on régule les comportements des États, mais d'un autre côté, on augmente quand même le niveau de sécurité globale du cyberespace. Donc en tout cas, au niveau de l'Europe, vous trouvez qu'il y a la bonne impulsion pour justement aller dans ce sens? Ah oui, franchement, je pense que... Enfin, vous savez, moi, je suis nouveau diplomate, ça fait 3 ans, mais je trouve que l'esprit de solidarité, la compréhension mutuelle et la capacité de réaction collective des Européens sur ces matières-là est plutôt frappante. Oui. Martin Goners. Again, I'm entering a little bit into a field which... Effectivement, là, j'entre à nouveau dans un domaine qui n'est pas vraiment dans mon ADN, dirais-je. Je ne suis pas diplomate moi-même. Quand nous regardons le cadre légal, c'est finalement comme la législation que nous avons donc pour l'espace aérien, pour le droit de la mer, etc. Tout cela est nécessaire. Maintenant, ce que l'on fait, et que fait-on si quelqu'un viole ces droits? C'est la question clé. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un petit papier à brandir, mais c'est encore mieux si vous avez quelqu'un qui met en œuvre ce bout de papier. Donc ça, c'est un domaine. L'autre domaine, c'est celui de la guerre froide. Et pourquoi la guerre froide est-elle restée froide? Et là aussi, c'est une question clé. Quand on regarde le cyberespace, eh bien, il faut regarder tous les acteurs tout autour. Et si nous voulons réussir, eh bien, nous devons poser la question: qu'est-ce qui fera changer d'avis nos opposants? La dissuasion, c'est quelque chose. Est-ce que nous savons suffisamment de choses sur cet opposant? Et ça, c'est la question. Nous pouvons promouvoir l'aspect technique, nous pouvons nous montrer résilients, etc., etc. Mais d'autre part, nous ne sommes pas tout seuls dans ce monde. Et si nous ne comptons que sur nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. C'est vraiment quelque chose que je voudrais aborder dans ce domaine. Et donc, cela s'adresse finalement à des gens qui ne sont pas soumis à cette législation et qui n'y croient pas tout simplement. Merci. Nous avons une question spécifique ici. Nous avons l'opinion de l'ambassadeur Ficken, d'Australie donc. Countries have been discussing rules in cyberspace at the United Nations since 1998. Those discussions led to agreements in 2013 by all countries that existing international law applies to state conduct in cyberspace.
Et donc, il est facile de voir l'importance de cette phrase. Et en fait, tous les droits, toutes les obligations que les pays ont dans le monde physique s'étendent au cyberespace. Par exemple, si un pays a l'obligation de protéger les droits de l'homme dans le monde physique, eh bien, cet accord signifie également que les pays ont l'obligation de protéger les droits de l'homme en ligne. Aussi, il y a disposition du droit international qui interdit une interférence, eh bien, cela signifie que cette interférence au niveau cyber est également interdite. Et donc, c'est une petite phrase qui veut dire que le droit international s'applique au cyberespace, eh bien, cela transforme le cyberespace du Far West en quelque chose de beaucoup plus réglementé. Donc, il y a des choses que vous connaissez bien, il y a des normes qui complètent, mais qui ne remplacent pas le droit international. Il y a des choses comme les pays ne doivent pas essentiellement nuire à l'infrastructure informatique d'un autre pays, ou les pays doivent s'assurer de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. Il y a des principes en place, et puis nous avons commencé à rentrer dans le détail, et donc je crois que potentiellement il y a une possibilité de progrès. Il semble que nous sommes en train de terminer des négociations au niveau des Nations Unies, le Open-Ended Group et le GGE, et l'Australie a été impliquée de façon active dans ces deux groupes de négociations. Ce sont des rapports qui ont réaffirmé notre engagement dans ces discussions pour construire sur les bases solides. Nous voyons maintenant certains pays qui demandent un traité sur le cybercomportement dans le cyberespace. Nous savons déjà que le droit international s'applique en ligne. Ce que nous devons faire, c'est faire mieux et mieux comprendre comment il s'applique. Il y a des pays qui prennent position et qui puissent établir les processus par lesquels nous pouvons détecter les lacunes. Et donc, nous devons tous développer nos positions avant de décider si un traité sera simplement utile ou pas. Et il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Nous devons être concentrés sur l'issue, nous être clairs sur nos priorités et sur les indicateurs que nous utiliserons pour mesurer la réussite. Rajouter quelque chose. En fait, si vous permettez, je voudrais juste dire un mot de cette question de régulation du cyberespace. Je n'ai aucune recommandation pertinente à faire sur la façon de l'obtenir, d'obtenir un maximum de pays signataires d'un document qu'ils s'engageraient et respecteraient dans les faits. En revanche, je voudrais juste signaler un élément de fierté française. La ministre des Armées y a fait allusion tout à l'heure. La France est le premier pays à avoir publié un document par lequel il décrit ce qu'est pour lui l'application du droit international dans le cyberespace, en particulier pour les opérations militaires. Ça a été publié il y a un peu moins de 2 ans. Et ce document, en fait, il définit ce que c'est, par exemple, que la légitime défense, ce que c'est qu'une agression armée caractérisée dans le cyberespace, ce que c'est que la due diligence de la part d'un État qui serait responsable d'une attaque qui émanerait de son territoire. Et c'est à la fois, si on peut être un peu fier, courageux de l'avoir fait, d'avoir été le premier à le faire, et c'est quelque part une invitation à la communauté internationale de faire de même, et c'est aussi une forme de déclaration d'intention et même de doctrine de nos opérations, parce que ça adresse un message à nos compétiteurs en disant, bien, voilà, nous on estime que le seuil de l'agression armée c'est cela, ça veut dire que en dessous de ce seuil, on s'autorise tout un ensemble de mécanismes qui nous permettent de rendre coup pour coup. Et en revanche, si vous passez ce seuil, là on estime qu'on peut répondre à votre agression non seulement par des moyens cyber, mais aussi par des moyens conventionnels. Mark, I'd like to turn to you to understand what exactly is the position of the United States when it comes to whether we should try to reach a treaty or impose certain norms. That's before going to the third part of this roundtable. Avant de passer aux troisième partie de cette table ronde. Je ne suis pas certain de savoir comment on impose les normes. Les normes sont un raccourci pour le comportement normatif. Ces comportements doivent être développés et il faut des incitants pour eux. Et ils arrivent à une limite naturelle de ce qu'ils peuvent atteindre.
Les normes ne sont pas contraignantes, mais je pense que les normes ont aidé à contraindre comment les États-nations s'approchent et dans des domaines en dessous du niveau de l'utilisation de la force, comme le général l'a signalé. Et dans un environnement non-espionnage, les États-nations ne vont pas utiliser des cyber-outils pour impacter l'infrastructure des processus démocratiques. Je crois qu'il y a une exception, et il s'agit de la Russie. Il est ironique. La Russie étant censée être un leader dans les Nations Unies dans ce domaine, alors qu'ils sont parmi les premiers criminels en la matière. Mais dans la série de pays qui sont engagés à la transparence ou à l'état de droit, les normes arrivent à la fin de leur utilité lorsqu'il faut faire face à un acteur tel que la Russie. Merci beaucoup. On a discuté tout à l'heure, mais l'une des menaces, c'est aussi la désinformation. C'est un peu le ventre mou des démocraties. Comment est-ce qu'on lutte contre ça aujourd'hui ? Alors, nous, on s'intéresse à ça que d'un point de vue militaire, c'est-à-dire que nous sommes responsables d'essayer de détecter des attaques dans le champ informationnel, en gros sur les réseaux sociaux, qui s'opposent à notre action militaire, par exemple au Sahel. Donc, la propagande terroriste qui a lieu sur les réseaux sociaux, pour nous, c'est un élément qu'on doit adresser à travers nos opérations, y compris dans le cyberespace, et on est devenu assez efficace face à ça, grâce aussi à un certain nombre de mécanismes interministériels qui permettent d'obtenir l'effacement de contenu de propagande djihadiste. On observe aussi depuis quelques années un certain nombre d'acteurs de toutes origines qui cherchent à saper la légitimité de notre action militaire sur les théâtres d'opération et à délégitimer notre action. Et si notre action est délégitimée, eh bien, elle n'a plus de sens au plan militaire classique, au plan physique. Donc il faut aussi qu'on lutte contre ces manipulations de l'information par des adversaires mal intentionnés. C'est l'unique champ de notre responsabilité. Nous, comme cyber, nous ne sommes pas responsables de toute autre forme de désinformation à l'encontre de l'État français. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, sur cette question de la déstabilisation informationnelle. Je vais juste dire deux choses. Premièrement, comme le général vient de le rappeler, il y a une sorte de continuum de contenu problématique, de harmful content, et il faut faire très attention à ne pas confondre la bêtise ordinaire des gens qui croient qu'on se soigne le Covid avec de l'eau de Javel, mais qui, par l'effet de bulles de filtre et des algorithmes, peuvent se retrouver radicalisés, des usages terroristes ou radicaux ou militants du numérique qu'il faut combattre, mais qui peuvent parfois venir de nos démocraties, et donc ça se fait dans le cadre de la liberté d'expression, etc. Et puis, alors là, on a la même doctrine, je crois, nous appelons désinformation, qui est une offensive étrangère, artificielle, hostile et massive. Où là, c'est l'État dans sa souveraineté même qui est attaqué, et la nation. Donc il faut faire très attention à ne pas riper, parce que probablement le cadre de raisonnement, le cadre d'analyse et les réponses légitimes ne sont pas les mêmes, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on est obligé de faire court, je voudrais insister sur le fait que la désinformation, c'est peut-être une menace au cube. C'est-à-dire que, oui, faire passer une information fausse, ça peut se révéler extrêmement destructeur, ça peut provoquer une attaque sur une ambassade de France, ça peut... Les Macron Leaks, c'était une tentative de fléchir le sort de l'élection, quand même, l'oublions pas, c'était il y a 4 ans, avec des méthodes qui avaient fait leurs preuves dans beaucoup d'autres élections. Il y a eu plus de 80 hack and leak dans les 4 dernières années, donc plus de 80 élections. Donc il faut s'en prémunir. Deuxièmement, l'espèce de fantasme permanent de la désinformation qui fait que chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec le gouvernement, on y voit la trace de l'Internet Research Agency, c'est dangereux aussi. Oui. Ça prête trop de pouvoir à l'adversaire, ça crée un climat nauséabond, ça fait perdre les réflexes démocratiques d'écouter et de respecter la parole dissidente et opposante. Donc pour ça, c'est la menace au carré. Et puis la menace au cube, c'est si nous déjouons. Si, pour contrer ces menaces, nous
favorisons des censures d'Internet, des filtrages profonds qui menaceraient l'architecture cœur du réseau. Et la troisième menace, c'est nos mauvaises réactions. Face à ça, je pense que la France a ouvert largement le spectre. On en parle beaucoup avec nos partenaires. Et paradoxalement, une grosse partie des réponses que nous travaillons, elles se jouent dans le Digital Service Act, dans le Digital Market Act, c'est-à-dire dans le débat sur la régulation des réseaux sociaux, plus que dans le contrôle de la parole agressive. Même si, de temps en temps, et on ne s'en prive pas non plus, il faut savoir détecter une opération concrète, compacte, agressive, hostile, et savoir d'ailleurs répondre de toutes sortes de manières, qui peut être simplement un démenti public ou un coup de fil discret en disant on vous a vu, vous arrêtez tout de suite. C'est pas forcément des opérations cyber, mais voilà. Alors, we're almost coming to the end of this roundtable, and I think it's important to mention, je crois que nous sommes presque à la fin de cette table ronde, et il est important de parler de la responsabilité des sociétés, des éditeurs de logiciels, leur responsabilité. Et en 2018, l'appel de Paris a essayé de réunir des États ainsi que le secteur privé afin de se mettre d'accord sur des principes afin d'aller devant. Ambassadeur Jarsma, que pouvons-nous faire, comment pouvons-nous aller de l'avant après cet appel de Paris? Thank you very much. Can you hear me? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Please, technicians, can you fix? Monsieur le technicien, pouvez-vous éliminer cet écho de nouveau? Tell us if it's been Merci. Yeah, it is better. Yeah, thank you. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Yeah, thank you for the question on the future. Beaucoup pour cette question concernant l'avenir. My dear colleague mentioned the program of action, which is really key in implementing the norms for responsible behavior. But another element that was indeed being discussed is how to respond to malicious actors, and one of the essential elements is public attribution, and we believe that by publicly attributing, we actually raise the costs for malicious behavior, and we raise awareness of cyber threats and draw the attention to certain patterns. Nous attirons l'attention aux in the end the normative framework, because basically by attributing publicly, we're saying this is our interpretation of the normative framework, and this is not acceptable for us. Du cadre et ce qui n'est pas acceptable. Furthermore, qu'est-ce qui vient of course, the internet is not owned by governments. N'est pas la propriété the majority of ownership is with companies, and I think that we need to be connecting the dots a lot better. I would like to explore further how we can work stronger together with the industry in ensemble avec l'industrie afin de tirer les sort of finding out where these malicious actors are, who are they, and taking very clear où les malveillants se trouvent, qui ils sont et comment nous pouvons, grâce à la police, grâce à l'application de la loi, etc., à le rendre responsable de leur attribution. Merci. Concernant cette question d'attribution publique, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, c'est une bonne façon de le faire. Maintenant, pour arriver à mon domaine, un peu en EDA, nous soutenons les tentatives des États membres de développer de manière collaborative les capacités d'identifier, de détecter, de contenir, d'endiguer et de fournir la preuve de qui a fait quoi contre qui, avec quels moyens. C'est un travail d'Hercule
et poursuivre les malveillants dans le réseau. Ce n'est pas facile. Nous supportons les tentatives des États de faire. Et lorsque j'ai écouté le ministre au départ, nous avons besoin des jeunes à accepter ce défi et nous le faisons grâce à une formation, des exercices de prise de décision, etc. Donc je ne peux que soutenir cette façon d'attribuer publiquement les faits. Beaucoup de nos amis étrangers pensaient que la France était réticente aux attributions publiques. Donc je le dis publiquement, je l'ai dit souvent. Nous considérons que c'est un acte lourd de conséquences, qu'il y a une sorte de nervosité grande dans le cyberespace, que le false flag, la fausse signature est quand même le sport préféré des hackers. Et donc la position de la France est très claire. L'attribution publique est une bonne chose et nous ne joignons d'attribution que quand nous avons pu vérifier par nous-mêmes avec des preuves que nous avons pu observer et quand nous partageons, quand nous avons refait le calcul et la conclusion. Donc la France a rejoint, les Européens ont fait plusieurs attributions sanctions cette année, la France en faisait partie. C'est une stratégie qui peut effectivement infliger des conséquences aux acteurs hostiles, mais il ne faudrait pas que ça devienne un jeu où pour faire plaisir à d'autres États, on joindrait des attributions sans avoir de preuves de ce qu'on avance. Bien, merci beaucoup d'avoir clarifié donc la position de la France. J'espère que vous avez pu aussi profiter des dessins que l'on reçoit de notre dessinateur qui a toujours beaucoup d'humour avec beaucoup d'humour et toujours très à propos par rapport à toutes ces discussions qu'on peut avoir lors des tables rondes. On arrive à la fin de cette table ronde. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous aider à comprendre ce qui se passe dans le cyberespace. I'd like to thank, of course, Ambassador Jaarsma, Mark Montgomery as well for joining us remotely. It was truly a pleasure.